Elisa Cloutier. Radio X. 13h40, bon ben là Elisa, je te l'annonce, c'est le temps que moi je me gâte. Là. Depuis le début de la semaine, je parle des trucs qui t'intéressent, la politique, les affaires de filles, les petits gâteaux de Justin Trudeau. C'est moi qui run ça, ce show-là. Hein? Ouais, ben là, aujourd'hui, c'est moi qui se gâte. J'ai le plaisir d'avoir un collaborateur avec moi que j'ai dans le Marceau le soir depuis quelques mois. C'est un gars que vous pouvez entendre sur nos ondes le mercredi soir. Il est journaliste, chroniqueur, auteur, conférencier. C'est un chasseur de légendes. Il se rend sur les endroits où il y a des choses qui se sont commises, mais c'est surtout un excellent raconteur. Je vous le présente si vous le connaissez pas encore. C'est Christian Page. Salut Christian. Salut Yannick. L'enquêteur du paranormal, c'est de même qu'on t'appelle, toi? Oui, absolument. C'est un titre qui m'a été dévolu après la publication de mon premier livre de la trilogie L'enquêteur du paranormal, où il y a à peu près 4-5 ans maintenant. Fait que là, donc, j'ai gardé le titre. T'es rendu à combien de livres? Ben, tu vois, j'ai publié, j'avais commis dans le passé, là, au milieu des années 2000, 2 livres dossiers mystères qui étaient les titres éponymes de la série à Canal D que j'avais réalisé. Et ensuite, j'ai fait une trilogie de 4 volumes. Donc, L'enquêteur du paranormal 1, 2 et 3. Et puis, l'an dernier, j'ai publié L'enquêteur du paranormal au cinéma. Ouais. Et qui fait l'analyse de certains films soi-disant inspirés d'événements réels. Et là, ben évidemment, on décortique entre la légende et le fait réel qui a inspiré le film. Mais je voulais te dire, t'es la seule personne que je connais qui a fait une trilogie de 4 livres. Ouais, c'est ça. C'est un peu comme les 3 mousquetaires qui étaient 4 finalement. Commençons donc cette chronique, mon cher Christian, avec Memphré. On parle, Memphré, c'est le monstre du lac Memphremagog, c'est ça? Ben voilà, donc on en est peut-être à la première apparition de l'année 2016 pour Memphré. Alors ça se passe le 26 mai dernier, il est à peu près là, 10h30 en matinée. Ouais. On a un couple, Carl Paulin et sa mère, Joanne Toin, qui sont des résidents de Magog, donc des Magogois, et qui décident d'aller à la pêche ce matin-là. Il est en milieu d'avant-midi, il s'éloigne à peu près de 300 mètres de la rive, et là, soudain, ils entendent derrière eux une espèce de sillage, de clapotis dans l'eau. Ils se retournent. Et là, ils vont raconter avoir vu une forme sombre et luisante qui nageait à une centaine de mètres de l'embarcation. C'est quand même assez éloigné, là, 100 mètres de l'embarcation. Ouais. Il faut avoir des bons yeux pour voir ce qui se passe. Il faut dire qu'à cet endroit-là, le lac Memphremagog n'a qu'une profondeur de 5 mètres. Donc, on est d'accord il doit pas s'agir d'un dinosaure de la préhistoire, là. Non. La forme, d'après les témoins, avait plus ou moins l'aspect d'un serpent et faisait 7 mètres de long. C'est quand même, là aussi, c'est quand même une forme importante. Les témoins n'ont pas aperçu ni la tête ni la queue de l'animal. Ils ont décrit la peau comme étant lustrée, un peu comme celle d'une sangsue. Et je te dirais que du début à la fin, l'observation a duré une 40aine de secondes. Mais, même si les passagers de l'embarcation avaient avec eux un appareil photo, ils ont été trop surpris par l'apparition de Memphré. Ah, ça arrive, hein? Saisir leur appareil photo et de prendre un cliché. Fait qu'ils ils ont préféré retourner sur la rive, et puis bon, avec une bonne frousse, et puis en se disant que ils avaient peut-être été les témoins de l'une de ces apparitions, de ces nombreuses apparitions du monstre du lac Memphremagog. Cela étant dit, Yannick, tu sais que ça fait à peu près 200 ans qu'on rapporte, en fait, de manière soutenue dans des chroniques écrites, on rapporte des apparitions du monstre dans le lac Champlain. Dans le lac Memphremagog. Et tu sais que ces observations, à partir des années 80, elles ont été de manière plus systématiquement colligées par un Magogois, un homme d'affaires local qui s'appelait Jacques Boisvert. Et Jacques Boisvert était un plongeur professionnel. Il comptait à son actif à peu près 6000 plongées dans le lac Memphremagog. Il est décédé au début des années 2000. Et j'ai eu la chance de le rencontrer à plusieurs reprises. Il était passionné par cette histoire de monstre du lac Memphremagog. C'est lui d'ailleurs qui a baptisé la créature Memphré, qui en fait d'ailleurs le seul monstre à avoir un nom francophone avec un accent. Et il avait créé pour l'étude de cette créature, il avait créé la Société de dracontologie du lac Memphremagog. Ah oui.
Ouais, mais tout ça pour te dire quand même que Jacques Boisvert, même si tout ça nous semble un peu fantaisiste, bon, l'idée d'un monstre dans le lac Memphremagog, bon, évidemment, ça semble un peu olé. Mais il faut dire que Jacques Boisvert était pas un type illuminé. Hein. C'était un homme d'affaires, il était très sérieux. Comme je l'ai mentionné, je l'ai rencontré à plusieurs reprises. On a longuement parlé de cette histoire de créature. Lui, ce qui l'intéressait, c'était de documenter les apparitions. Il n'était pas là pour favoriser l'existence d'un monstre X ou Y dans le lac, mais de dire, voilà, c'est quand même curieux que des gens rapportent depuis tant d'années des apparitions d'une créature lacustre qu'on connaît pas. Et lui, s'était donné pour mandat de colliger l'ensemble de ces observations, qui se multiplient à peu près au rythme de 7 ou 8 nouvelles apparitions chaque année. Et bien sûr, pour l'instant, on n'a jamais réussi à identifier. S'il y a un monstre dans le lac Memphremagog, on n'a pas réussi à identifier l'espèce zoologique dont il est question. Est-ce qu'on a des photos? Il existe quelques photos, mais tu sais que c'est un peu comme dans l'univers des ovnis, ça. C'est l'univers, les monstres et les ovnis, comme les fantômes aussi, c'est l'univers des photos floues. Donc, on a quelques bonnes photos floues du monstre du lac Memphremagog, mais rien de très convaincant. Écoute, je te ferai remarquer que il y a le monstre du lac Memphremagog a fait son apparition pour la première fois dans la littérature, dans le manuel géographique, le manuel de géographie des écoles chrétiennes du Québec, dans son édition de 1870. Donc, c'est la première fois qu'on rapportait par écrit l'existence de l'animal et on le décrivait comme suit. Et là, je te cite ce qu'on retrouvait dans cette édition. On disait, il n'y a aucun animal nuisible au Canada, sauf le monstre qui se montre gratis au lac Memphremagog. C'est assez amusant parce que quand on pense que nos arrière-grands-parents ont probablement eu ce manuel entre les mains, et dans lequel, bien sûr, on rapportait cette histoire de monstre. On raconte que quand les premiers colons blancs, d'ailleurs, sont arrivés en Estrie, les Autochtones qui habitaient la région disaient ne jamais se baigner dans le lac Memphremagog à cause des anacondas géants qui y vivaient, donc des sortes de serpents géants. Donc déjà là, on avait une tradition orale qui faisait référence à une créature dans le lac Memphremagog. Et là, aujourd'hui, ce sont des apparitions qui se multiplient. Bon, moi, personnellement, j'aurais tendance à favoriser un gros poisson qu'un animal sorti de la préhistoire, parce qu'il faut quand même se rappeler que si le monstre existe et rapporté de manière officielle depuis au moins 200 ans, on ne doit plus parler d'un seul animal, mais on doit parler de plusieurs animaux qui doivent vivre en colonie et doivent se multiplier. Donc, si on avait une colonie d'animaux vraiment exotiques, j'imagine que les témoignages seraient beaucoup plus nombreux que qu'est-ce qu'on enregistre chaque année, soit 6 ou 7 nouvelles observations. Mais enfin, maintenant, ça reste intéressant et il faut dire que pour ceux qui voudraient aller visiter cette région-là, on a inauguré il y a une sorte de belvédère qui se trouve à Magog, où les gens peuvent voir le lac Memphremagog. Peut-être vous y verrez-vous le monstre du lac. Et on a également inauguré une sorte de statue en fleurs qui représente la créature. Donc, on capitalise un petit peu sur le plan touristique, mais bon, c'est quand même une légende locale qui est très, très, très vivante. Comme à chaque fois, Christian, tu vas essayer d'effrayer ma co-animatrice. Tu vas me parler d'histoire de fantômes maintenant. Ça me fait vraiment peur pour vrai. Je n'effraierai pas beaucoup ta co-animatrice parce que l'histoire est plutôt cocasse. Oh. Tu sais que dans les histoires de fantômes, il y a dans les grandes municipalités, les grandes villes, il y a toujours une sorte d'organisation qui se plaît à faire visiter les lieux soi-disant hantés de l'endroit à des touristes. Vous avez ça à Québec, les visites fantômes de Québec, ça se trouve sur le boulevard Champlain dans la basse ville. Donc les gens vont là, puis des guides qui s'improvisent historiens le temps d'une visite vous font visiter différents endroits de la ville avec les légendes et bien sûr les histoires de fantômes qui les accompagnent. Alors on se retrouve exactement dans la même situation, ça se passe à Hull, pas Hull dans la région de Gatineau, mais Hull en Angleterre, ça se trouve sur la côte est de l'Angleterre. Ça se passe la semaine dernière. Donc on a un groupe de touristes, en fait 12 touristes et un guide qui participent à l'une de ces fameuses visites hantées de l'endroit. Donc on va d'un lieu à un autre et puis voilà que le groupe se retrouve dans un cimetière. Et là, c'est un cimetière qui est abandonné depuis 1959 et qui a la réputation, bien sûr, d'être hanté. Donc, les gens se déplacent de pierre tombale en pierre tombale en lisant les inscriptions. Évidemment, le guide fait découvrir les personnages croustillants qui ont marqué l'histoire de la localité. Et puis, soudain, on entend un bruit, en fait, des sortes de plaintes qui viennent d'une allée voisine.
Alors, n'écoutant que leur courage, les touristes et le guide se dirigent à pas feutrer vers l'endroit. On est en plein milieu de l'après-midi. Hein. Je te rappelle qu'il est à peu près 14h30 en après-midi. Ouais. Et au détour d'une pierre tombale, bang! Voilà que nos touristes se retrouvent face à 2 caméramans en train de filmer une scène un petit peu olé-olé scabreuse pour un nouveau film porno. Dans un cimetière. Ah, dans un cimetière. Alors là, on a nos 2 acteurs étendus sur un lit de lierre et qui s'adonnent évidemment à des ébats amoureux devant les caméras les caméras de l'équipe de tournage. Alors le type, le guide du groupe de fantômes raconte, il dit, écoute, c'est la dame en premier, c'est l'actrice en premier qui nous a vus. Elle a lâché un cri. Elle s'est saisie de quelques vêtements qui étaient à proximité pour couvrir sa nudité. Quant à son compagnon, son coacteur, finalement, l'homme s'est levé, croyant qu'il s'agissait de la police, et s'est enfui dans les buissons, évidemment en prenant soin de bien protéger ses bijoux de famille contre les ronces. Fait que là, évidemment, tout le monde en était eu un peu pour leur surprise. Le type, le guide raconte que un des visiteurs, en fait, a été tellement choqué par la scène c'est un bonhomme un peu âgé, avec sa canne, a voulu se lancer à la poursuite de l'acteur porno. Finalement, il s'est découragé. Et là, finalement, il n'y a pas eu de plainte de portée. Tout le monde sont allés de chaque côté. Et puis, bon, ça a mis un terme à la production cinématographique comme à la visite guidée des chasseurs de fantômes. Et puis, bon, tout le monde c'est une bonne blague qui défraie, là, depuis quelques jours maintenant, la manchette du côté de Hall. Cette histoire de visite de fantômes qui se termine au milieu d'une scène de film pornographique. Elisa, un cimetière, ça t'as-tu déjà... Pas en tout. T'as jamais été moustillé par un cimetière? Vraiment pas. Les fois où j'ai eu à y aller, je me dépêche. Là. Ah oui? Puis tu sais, je prends les petits sentiers. On dirait que je suis même pas game de marcher entre les pierres. Par respect, hein? Ouais. T'as comme l'impression que tu passes sur quelqu'un, effectivement. On parle maintenant des vampires, Christian Page. Ben oui, restons dans le domaine du cimetière et du vampire. Et là, on tombe vraiment dans une nouvelle qui est très sérieuse, très scientifique en fait. Ça se passe la semaine dernière. C'est une présentation qui s'est tenue devant l'Association américaine des anthropologues et des archéologues. Et je te ramène un peu au contexte de l'histoire. Hein. Il y a quelques mois, il y a un groupe d'archéologues qui ont découvert à Kalzus, en Pologne, un cimetière médiéval qui avait été en activité entre le 10e et le 13e siècle. Et au nombre des tombes retrouvées dans ce cimetière-là, on parle de 653 tombes, 14 d'entre elles étaient celles d'hommes et de femmes qui visiblement avaient été inhumés suivant les rites qui démontraient que ces gens-là étaient, à tout le moins pour la population locale, perçus comme étant des vampires. Donc ces gens-là, dans leur cercueil, avaient été ou bien inhumés sur le ventre, ou bien elles avaient été décapitées, ou on avait placé de très grosses pierres à l'intérieur de leur cercueil pour s'assurer qu'elles ne reviennent pas à la vie et puissent remonter à la surface une fois inhumées. Donc, c'est en fait des rituels qui étaient relativement courants au début du Moyen Âge par rapport à toutes ces croyances et superstitions concernant les vampires, les non-morts, les ghouls et tout ce que tu voudras. Et les historiens avaient toujours perçu que ces gens que l'on croyait être des vampires étaient généralement des gens souffrant de difformités ou bien des gens qui souffraient de maladies qui les avaient finalement placés un peu en marge de leur communauté. On pense par exemple à une maladie comme la porphyrie de Gunther, qui est une maladie du sang, où les gens deviennent photosensibles, hein, donc ils deviennent incapables de sortir à l'extérieur le jour. Leurs gencives vont en fait reculer un peu, ça va dégarnir les dents, et ces gens-là deviennent la peau tellement sec que parfois il y a des fissures qui se forment et des gouttes de sang vont s'écouler de ces fissures. Alors là, tu comprends qu'on a déjà tout l'aspect du vampire. Donc, on croyait, les historiens étaient toujours persuadés que toutes ces histoires de vampires étaient alimentées ou bien par des gens qui souffraient de difformité ou de maladies, et d'où ce qui avait entraîné les rituels de mise en terre en suivant des règles très précises. Alors là, voilà que dans notre fameux cimetière en Pologne, les historiens ont retrouvé donc, comme je l'ai mentionné, sur ces 653 tombes, ils ont trouvé 14 d'entre elles qui étaient soi-disant celles de vampires, mais en regardant au nombre des tombes totales, on a découvert en fait que 238 de ces tombes étaient celles d'hommes et de femmes qui présentaient visiblement des problèmes physiques. Donc soit de l'anémie, soit des signes de tuberculose et autres. Mais
ce n'était pas au prorata concentré sur les tombes des vampires. Donc, ce qui amène les historiens à revoir finalement leur manuel d'histoire en disant, écoutez, il est clair que ces gens-là ont été inhumés, ces 14 personnes ont été inhumées comme étant des vampires. Ouais. Ce n'est pas à cause d'une maladie, ce n'est pas à cause d'une difformité. Donc, on ignore absolument pourquoi ces gens étaient perçus dans leur communauté comme étant des vampires. Et la notion que c'est toujours des maladies ou des difformités qui amenaient en fait cet ostracisme dans les communautés, doit être revue et corrigée parce que, à tout le moins dans le cas qui nous occupe, ce n'est pas ce qui s'est passé. Donc, on a 14 personnes qui, pour des raisons encore inconnues, étaient perçus au sein de leur communauté comme étant des vampires et ont été inhumés de cette façon-là. OK, mais je pose la question pour Elisa parce que je sais que c'est un stress là de le savoir, mais je vais te la poser. Est-ce que ces 14 personnes-là étaient des roux? On n'a pas l'information, Christian. C'est vrai que les roux... le soleil, hein? Le soleil, c'est... Mais c'est ça, on avait quelques bonnes blagues grivoises là-dessus, mais... Garde ça pour le soir. De raconter sans nom. Garde ça pour le soir. Ouais. En terminant, on parle de la lance de Toutankhamon? Oui, encore là, on reste dans le domaine de l'histoire. Écoute, tu sais que lorsque l'on parle de l'Égypte antique, il y a beaucoup de férus et d'amateurs d'extraterrestres qui voient, et tout le moins qui voient des associations entre les constructeurs des pyramides, les anciens Égyptiens, tout ça, et les extraterrestres. Alors, ma prochaine nouvelle va ou bien les décevoir ou va le plaire. C'est en fait une analyse qui vient d'être publiée dans une revue, un périodique scientifique et qui concerne une dague qui a été retrouvée dans le cercueil de Toutankhamon. Donc, Toutankhamon, ce jeune pharaon de la 19e dynastie, a été enterré avec cette fameuse dague. Donc, ça montre à quel point l'objet était important pour le pharaon et pour sa garde autour de lui, pour qu'on puisse on l'ait inhumé de cette façon-là. Et voilà qu'une analyse menée par l'École polytechnique de Milan, l'Université de Pise et le Musée des antiquités égyptiennes du Caire viennent de démontrer que la dague en question n'est pas d'origine terrestre. Oh. Donc, on a soumis la lame au rayon X, un rayonnement au spectromètre par fluorescence, et on a déterminé que la lame, était constituée d'un amalgame très élevé de fer et de nickel, et qu'il y avait des traces de cobalt et de phosphore. Et cette composition, Yannick, n'existe pas sur Terre. Donc, obligatoirement, la lame doit être d'origine extraterrestre. Et là, j'imagine déjà, il y a des gens des amateurs d'OVNI doivent déjà saliver, mais malheureusement, on n'a pas besoin de passer par l'atelier du forgeron extraterrestre pour expliquer la nature de la lance. En fait, la lance a été fabriquée à partir d'une météorite et on sait de quelle météorite il s'agit même. C'est une météorite qui a été découverte sur un plateau rocheux en l'an 2000, donc quand même tout récemment, ouais, sur un plateau qui s'appelait la Mersa Matrout et qui était un ancien port dans l'Antiquité égyptienne qui se trouvait à peu près à 150 km d'Alexandrie. Donc on a retrouvé cette météorite. Et on a découvert que les alliages de cette météorite sont exactement les mêmes que l'on retrouve avec la lame de la dague de Toutankhamon. Donc, selon toute vraisemblance, cette pierre, ou en tout le moins, parce que si on parle d'une météorite, elle a pu se fragmenter. Visiblement, un des morceaux de cette météorite a été récupéré par les anciens Égyptiens qui l'ont façonné pour en faire la lame de la dague de Toutankhamon. On suppose aussi que ces pierres tombées du ciel, parce qu'évidemment, on ignorait d'où elles venaient, ouais, devaient être perçues comme une sorte de symbole des dieux, et donc de fabriquer une lame avec une pierre comme celle-là devait représenter aux yeux des anciens Égyptiens une sorte de talisman particulier, d'où la raison probablement pourquoi la dague en question a été enterrée, a été placée à l'intérieur du sarcophage de Toutankhamon. Toujours très intéressant de t'entendre, Christian. On invite les gens sur ton site web christianpage.ca et sur Facebook aussi, Christian Page. Oui, absolument. Vous pouvez me faire une petite demande d'amitié, le Christian Page sur Facebook, et si vous êtes disposé à discuter intelligemment des phénomènes paranormaux, c'est la bonne place pour le faire. Christian, merci. Ça me fait plaisir, merci. Bonne journée à vous. Bye bye. Christian Page, un gars avec qui j'ai le bonheur de discuter une fois de temps en temps dans Marceau le soir, un gars tellement intéressant, un raconteur. Puis des fois, on se fait une heure là où il nous parle, je t'en parlais un peu hier, les exorcismes là. Ah ouais, ça, moi... L'exorcisme d'Émilie Rose, si je me trompe pas, lui, il s'est rendu sur place. Je capoterais, là. Pour aller voir la pièce, discuter avec les gens qui ont... C'est un film qui m'a traumatisé, ça. Ah ouais? Ben oui.
Ah oui. Je me rappelle, j'étais jeune aussi quand... Ouais. Mais lui, il se rend sur place, puis après ça, il raconte les histoires, il raconte ce qu'il a vu, les témoignages, tout ça. Puis il y a plein de livres à ce sujet-là. Allez faire un tour sur la page de christianpage.ca. Courte pause, on revient. Martino. Il est de même, lui. Martino.